Tout le monde a rejoint sa place ou est en train de le faire. Merci à tous. Nous pouvons débuter nos travaux. Nous avons ce soir à l'ordre du jour initialement prévu par la convocation 8 projets de délibération. Et comme ceci a été évoqué lors de la commission qui s'est penchée sur les suites à donner aux amendements dont nous avions décidé le renvoi en commission lors de notre dernière séance concernant le règlement intérieur des conseils de quartier, il me revient de vous solliciter pour savoir si vous êtes d'accord pour que la délibération qui porterait le numéro 9, visant donc à intégrer ce que la commission a débattu et retenu, soit adopté par notre Assemblée. Donc, pour l'inscription de ce point numéro 9, je vous sollicite. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Il n'y en a pas, donc ce point, comme le prévoit la réglementation, ayant été adopté à l'unanimité, peut être inscrit et sera délibéré au point 9. Nous avons donc 8 points qui ont tous fait l'objet d'une présentation et d'un débat lors de nos réunions de commission. Le premier d'entre eux que nous présente notre collègue Adrien Fèvre, mais il faut auparavant que je demande l'approbation du compte-rendu de la précédente séance. Je viens de m'en apercevoir, mais c'est Adrien Fèvre qui nous présentera le premier point. Donc, on va d'abord faire l'appel, parce que je vais trop vite. Mais comme vous êtes tous là, il n'y a pas grand monde qui manque à l'appel, comme on dit. Allez-y. Bonsoir. Monsieur Guy Geoffroy présent, Madame Mollard-Cadix présente, Monsieur Delpuech présent, Madame Brodas présente, Monsieur Samingo donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Madame Gautin présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Guilbeault présent, Madame Georget présente, Monsieur Galland présent, Madame Cosac présente, Monsieur Alamami présent, Madame Lafont présente, Monsieur Guise présent, Monsieur Zawi présent, Madame Houillet présente, Madame Le Roland donne pouvoir à Madame Cosac, Monsieur Leray donne pouvoir à Madame Lodé-Desmas, Madame Kerkali présente, Madame Pelou présente, Madame Vivian présente, Monsieur Fèvre présent, Monsieur Gagnon présent, Monsieur Maleka donne pouvoir à Madame Kerkali, Madame Nedelec présente, Monsieur Verret présent, Madame Barthès présente, Monsieur Pingard présent, Monsieur Pica présent, Madame Thiébaut-Martinez présente, Monsieur Estarac présent, Madame Daven présente, Madame Likokou présente, Monsieur De Azevedo présent. Merci. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Lors de notre précédente séance, notre collègue John Samingo tenait notre plume. Tout le monde a reçu le compte-rendu. Pas de remarques particulières. Oui, madame, une remarque sur le compte-rendu en tant qu'il traduit ce que nous nous sommes dit, bien évidemment, puisqu'il ne peut être question que de cela. Oui, c'était pour signaler qu'en haut de la page 39, il y a une faute à mon nom. Vous avez oublié le « et » à Thiébaut. Si vous pouviez l'ajouter, merci. Alors, désolé de cette erreur, et bien évidemment, il ne peut qu'être donné satisfaction à votre légitime demande. Une fois amendé de cette façon, pas d'opposition, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. L'ordre du tableau voudrait, si l'intéressé y consentait, si nous en étions d'accord, que notre collègue Muriel Gautin soit aujourd'hui la plume de notre séance. Pas d'opposition. Il en est donc ainsi décidé. Le premier point dont j'avais commencé à vous parler, qui nous est présenté par notre collègue Adrien Fèvre, c'est des admissions, une admission en créance éteinte et donc par la même occasion une annulation du titre de recette correspondant. Mes chers collègues, alors tout d'abord je tiens à préciser que ça a fait l'objet de débats lors de la commission administration générale, finances et ressources humaines.
L'objet est donc l'annulation de titres recettes qui concerne une société pour un montant total de 651,20 € et ça fait suite à une décision de liquidation judiciaire. Et donc, plus aucune action de recouvrement n'est possible. Le motif d'irrécouvrabilité de ces créances est classé dans la catégorie créances éteintes. Ces titres deviennent des dépenses de fonctionnement pour la commune, les crédits nécessaires ayant été prévus dans le cadre du budget primitif 2026 au chapitre 65. Il convient de donner suite à la décision du tribunal de commerce relayée par notre comptable public. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'annuler les titres de recettes correspondant aux dettes de l'entreprise. Et la commission s'est montrée favorable à l'unanimité à cette proposition. Tout me semble clair, je ne vois pas de difficulté à soumettre à votre approbation. Qui est favorable? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté, je vous en remercie. Le deuxième point que nous présente notre collègue Jérémy Gagnon, c'est le rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France que nous avons perçu donc pour l'année 2025. Merci, monsieur le maire. Donc, le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est un dispositif de péréquation qui a été créé par la loi numéro 91-429 du 13 mai 1991. Donc, il fait partie d'un ensemble de dotations de péréquation qui ont vocation à contribuer à améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, d'une part. Et d'autre part, il attribue aux communes ne disposant pas de ressources fiscales suffisantes des moyens financiers pour mener des actions en matière de développement social urbain. Donc, comme je le disais préalablement, ces dispositifs assurent une redistribution des richesses entre les communes de la région Île-de-France. C'est un dispositif de péréquation horizontale donc qui vient en complément d'autres dispositifs verticaux tels que la dotation de solidarité urbaine. Grâce à un mécanisme de prélèvement qui est opéré sur les ressources fiscales des communes qui disposent d'un potentiel financier et fiscal plus favorable que d'autres. Et ces dispositifs garantissent évidemment la solidarité entre les communes. Donc, en application de l'article L2531-16 du Code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune ayant bénéficié au titre de l'exercice précédent d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France doit présenter au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des conditions de financement. Donc, ce rapport a pour objectif simplement de constater les dépenses qui ont été faites et ne vise pas, bien sûr, à les approuver d'un point de vue politique. En 2025, la commune de Comble-la-Ville a bénéficié d'une participation nette de 853 424 € au titre du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France et elle n'est pas contributrice au fonds, puisqu'il est possible d'être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds. Donc, les critères d'assujettissement ou d'éligibilité sont les suivants. Pour être contributeur, sont contributrices décidément toutes les communes ayant un potentiel financier supérieur au potentiel financier moyen par habitant de la région et sont éligibles au reversement les communes de la région dont la population DGF est supérieure à 5 000 habitants et dont la valeur de l'indice synthétique est supérieure à l'indice synthétique médian de l'ensemble des communes d'Île-de-France. Cet indice, il est fondé sur 3 critères. Premièrement, le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régional et celui de la commune, ça représente la moitié de l'indice. Le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion moyenne régionale des communes de plus de 5 000 habitants, ce qui représente un quart de cet indice. Et le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par habitant de la commune, là aussi pour un quart de cet indice. Vous avez en annexe le rapport d'utilisation de ce fonds et vous pouvez constater son importance, notamment dans les domaines de l'action sociale, puisqu'il contribue pour 133 000 € au fonctionnement du CCAS, notamment aussi pour les volets enseignement-éducation et cadre de vie environnement, notamment la réfection et les travaux d'entretien sur les voiries communales.
Au regard de tous ces éléments et conformément à l'article L. 2531-16 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire vous demande de bien vouloir prendre connaissance et donner acte de la présentation du rapport d'utilisation du fonds, et la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Merci. Alors, deux éléments complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, vous savez peut-être, et si vous ne le savez pas, vous le savez désormais, que j'ai été désigné par mes collègues maires pour présider ce qu'on appelle le comité des élus du Fonds de solidarité de la région Île-de-France, une instance qui n'est pas là pour prendre des décisions, puisque vous avez bien compris que tout ça est calcul à partir d'éléments objectifs, hein, et que le travail est effectué par la direction générale des collectivités locales, mais il est présenté à ce comité des élus, ce qui permet d'en savoir un peu plus sur la philosophie générale à la fois du dispositif et la manière dont ça se passe globalement. Alors, premier élément, il a été remarqué que toutes les communes ne rendent pas compte, comme la réglementation le prévoit, de l'utilisation qu'ils ont faite, de la dotation qu'ils ont reçue. J'ai hasardé la question de savoir quelles en étaient les conséquences et la réponse a été aucune. Ah, ce critère n'est absolument pas pris en compte pour déterminer le droit à pouvoir recevoir une somme au titre de ce fonds dans les années qui suivent, dont acte. Par contre, il y a quelques différences notables dans la qualité des documents qui sont adressés par les communes pour rendre compte, hein, et je peux vous dire, et j'en remercie devant vous notre administration, que la manière et l'annexe qui vous a été communiquée en témoigne, la manière dont nous renseignons les documents pour informer, hein, de ce que nous avons fait de ce fonds de solidarité est considérée comme étant optimale, hein, dans sa présentation et dans la capacité qu'ont les services de l'État d'en tirer, avec d'autres comptes rendus faits par d'autres communes, des conséquences et des conclusions qui permettent de présenter une image de l'action publique sur la région Île-de-France permise par ces dotations assez intéressante. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire remarquer, et c'est une manière de plus de saluer l'excellent travail de notre administration. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, cette dotation est annuelle, que la manière dont les chiffres sont appréciés est toujours la même, mais que les communes ont des évolutions, hein, en matière de richesse par habitant, de logement social, etc., qui indiquent des tendances. Il est clair que la tendance concernant notre commune est plutôt, même de manière assez certaine, au maintien à court, certainement, à moyen, certainement également à long terme, on ne va pas se prononcer, de cette dotation dont je rappelle qu'elle représente un peu plus de 850 000 euros. Alors, nous avions bénéficié du FSRIF pendant quelques temps, puis on nous avait retiré le FSRIF, ce qui avait fait que la première année, nous avions touché la moitié, hein, de la somme, et la deuxième année, plus rien. Puis nous sommes redevenus éligibles à ce fonds, et à une hauteur qui a peu de chances de bouger, pour la raison suivante. Nous devrions, d'après l'application des critères, toucher un peu plus de 650 000 euros. Mais nous bénéficions d'une clause qui est prévue par la réglementation, selon laquelle les communes qui étaient bénéficiaires du FSRIF avant 2012, donc avant la réforme, hein, du fonds qui a eu lieu, hein, qui continuent à en bénéficier, ne peuvent pas percevoir moins de 90% de la somme qu'ils recevaient avant 2012, ce qui était notre cas. Nous avons tangenté, hein, dans les années précédentes 2012, le million d'euros, hein, et donc 90%, hein, d'une somme qui avoisine le million d'euros, ça fait 850 000. Je dis ça parce que il ne faut pas être surpris que tous les ans,
alors que les 3 critères pris en compte peuvent bien sûr évoluer, les uns et les autres, le montant qui nous est attribué reste le même pour la raison que j'ai évoquée, puisque nous bénéficions de cette clause de sauvegarde tirée de la réglementation. Donc, je voulais vous le faire savoir parce qu'on peut toujours s'interroger d'une année sur l'autre. Comment se fait-il qu'à l'euro près, nous touchons la même chose? J'espère que l'explication que je vous ai fournie est suffisamment précise pour que ça vous donne la réponse à la légitime question que vous pourriez vous poser. Pas de remarques? Oui, Monsieur Pingard, je vous en prie. C'est bon? Alors bonsoir, donc vous avez déjà pas mal développé la question, mais concernant cette somme de 853 000 € attribuée par la région à la mairie a fait le choix d'affecter le plus gros montant au cadre de vie, soit de 127 000 €, en particulier à la voirie, 143 000 €. Les écoles en ont bénéficié à hauteur de 115 000 € et 25 000 € pour le mobilier. Nous aurions aimé savoir, quel était et comment étaient attribués ces montants au sein de l'administration et comment étaient faits les arbitrages de ces répartition de ces fonds. Merci. Bon, je comprends très bien votre question, mais sans aller jusqu'à dire que cet exercice est factice, c'est un exercice après coup. On nous demande, après coup, de dire ce que nous avons fait de cet argent. Et la partie est complètement libre. Bon, les choix qui sont faits en fonction des priorités qui sont accordées et des besoins que cette somme a permis de mieux satisfaire. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas, en début d'année, l'idée que nous allons prendre sur les 850 000 € du FSRIF, tant pour tel type de politique publique, tant pour tel autre type de politique publique. Ce n'est pas comme ça que nous faisons. C'est un compte-rendu a posteriori, qui vaut ce qu'il vaut et qui a une valeur indicative, mais qui n'est en aucun cas une répartition a priori d'une somme dont nous saurions qu'elle nous a été accordée. Je le dis d'autant plus que la perspective d'avoir cette somme est sérieuse au point que quand nous l'inscrivons dans le budget primitif, l'État ne nous fait pas le reproche d'inscrire une somme qu'il pourrait estimer aléatoire et donc qu'il pourrait nous demander de ne pas nous inscrire avant que nous en ayons eu la notification officielle, et ceci se fait à peu près en avril-mai. Mais nous n'allons pas jusqu'à être tellement certains que nous aurons la somme pour l'affecter a priori au moment du budget primitif. Je ne sais pas si j'exprime bien les éléments de réponse, mais on est là dans un travail de compte rendu qui ne correspond pas à des décisions préalablement prises à partir d'une certitude d'obtenir cette somme. Et j'ajoute que c'est d'autant moins facile, et même pour tout dire possible, que le principe de l'universalité des recettes et des dépenses nous interdirait de flécher ab initio cette somme avec la répartition que nous en ferions dans l'ensemble des politiques publiques. Si je fais référence à une autre dotation que nous recevons et dont on a encore récemment parlé, qui est le fonds de concours en fonctionnement de l'agglomération Grand Paris Sud, il nous est demandé un compte-rendu au moment où nous sollicitons ce que nous avons fait récemment, le dernier versement pour le mandat qui vient de s'achever, le versement 2026 de ce fonds de concours en fonctionnement. Il nous est demandé à quoi nous allons l'affecter. Bon, bien évidemment, nous l'affectons de manière que je qualifie d'un peu arbitraire, compte tenu des critères éligibles, et la plupart du temps sur des dépenses, au moment où nous souhaitons avoir cette somme, qui ont déjà été effectuées. Donc c'est à peu près le même genre de choses. Bon, l'autorité, c'est l'État qui verse cette somme, c'est pas la région, c'est le fonds de solidarité de la région, du fait que ce sont les communes de la région Île-de-France qui sont contributrices, mais c'est l'État, préfecture de région et des GCL qui font ce travail. C'est pas le conseil régional. Donc l'État a besoin de mesurer finalement
ce que ressentent les communes dans l'utilité qu'ils font de cette dotation, plus qu'une prévision ab initio. Je ne sais pas si ça convient parfaitement, mais c'est plutôt ça. OK ? Bien, ben je mets aux voix qui est favorable. Avis contraire. Abstention, je n'en vois pas. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Le point numéro 3, que pour suppléer notre collègue John Samingo, excusez, nous présente Laure Agnès Mollard-Casdix, c'est l'approbation des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour l'année 2027. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il est proposé par cette délibération d'approuver les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure, la TPE, pour l'année 2027. Donc, cette taxe a été instaurée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et avait été mise en place à Combles-la-Ville par une délibération de la même année pour une application dès le 1er janvier 2029. La TPE s'applique aux supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, donc à l'exception de ceux qui sont situés à l'intérieur d'un local, donc à savoir les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. Conformément donc aux articles du Code des impositions des biens et des services, le CIBS, les tarifs de la TPE doivent être fixés avant le 1er juillet de l'année N pour une application en N+1, d'où l'objet de cette délibération. Les tarifs maximaux de la TPE dépendent du nombre d'habitants et également de la nature du support, donc publicité, enseigne ou préenseigne. Les tarifs maximaux de base ont été fixés donc par les dispositions du CIBS et font l'objet d'une actualisation annuelle en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Combles-la-Ville étant membre d'un EPCI de plus de 50 000 habitants, elle est éligible à l'application des tarifs majorés prévus par le Code des impositions sur les biens et services. Et il est donc proposé par cette délibération, à compter du 1er janvier 2027, que les tarifs donc majorés autorisés pour cette catégorie de communes, donc appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus. Donc c'est une majoration légale qui est prévue par le même code que je venais de vous citer. Les tarifs applicables pour l'année 2027 ont été actualisés par un arrêté ministériel du 9 mars dernier, constatant les montants résultant de l'indexation légale. Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré. Donc pour les dispositifs qui, eux, sont installés ou retirés en cours d'année civile, le calcul se fera au prorata du nombre de mois d'implantation. Concernant les enseignes, plus précisément, donc l'exonération de l'ATLPE s'appliquait jusqu'à présent aux établissements dont la superficie cumulée des enseignes était inférieure ou égale à 7 mètres carrés sur une même unité foncière. Afin de soutenir le commerce de proximité à Combles-la-Ville, l'artisanat local et les petites entreprises, il est proposé de porter ce seuil d'exonération à 12 mètres carrés à compter du 1er janvier 2027. Cette mesure permettra à un plus grand nombre de commerces de proximité, artisans et entreprises de bénéficier de cette exonération. Donc, petite précision qui n'est pas indiquée dans la délibération, il s'agit de 15 commerces qui seront concernés par cette nouvelle exonération. Depuis le 1er janvier 2025, les éléments de mobilier urbain publicitaire, donc hors abri voyageurs, mis en place par convention avec la commune, ne sont plus exonérés de la TPE et conformément à l'article L2333-6 du CGCT, donc le Code des collectivités territoriales. Dès lors que la collectivité compétente lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu au titre du même support ou de la même préenseigne un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public et inversement. Donc au vu de ces différents éléments qui vous ont été rappelés, Monsieur le maire vous propose d'adopter les tarifs de la TPE pour l'année 2027, sachant que la Commission administration générale, finances et ressources humaines avait émis un avis favorable. Merci. Oui, Monsieur Verret. Ah, ça y est. Donc c'était moi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. En préambule, je souhaite dire que je regrette que la démocratie s'arrête à la porte des conseils municipaux et que les règles du jeu ne permettent pas un échange fructueux.
Il en est malheureusement de même dans les travaux des commissions, comme nous avons pu le constater la semaine dernière. Si je précise ce point, c'est que je sais que la réponse qui sera faite à mon intervention risque fortement d'inclure des provocations ou des arguments hors sujet ou des pics auxquels il n'est pas possible de répondre, puisque la règle le veut ainsi. Je l'ai aussi expérimenté lors du dernier conseil municipal. Cela amuse les colistiers de M. Geoffroy, soit, mais c'est bien dommage pour notre démocratie. Voici donc mon propos. Cette délibération aborde le sujet de l'opportunité de développer la publicité dans la ville. Il y a même maintenant des enseignes lumineuses avec des flux vidéo. À l'heure où la canicule notamment, mais également les problèmes énergétiques devraient amener à se poser des questions sur chaque action, les panneaux publicitaires consommateurs de ressources et d'énergie devraient particulièrement interroger. Nous ne parlons pas ici des enseignes, des devantures de magasins. Tout le petit commerce n'est pas concerné par ma remarque, bien évidemment. Qui sont légitimes lorsqu'elles sont de taille raisonnable et quand elles respectent les périodes d'éclairage, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc elles ne s'éteignent pas comme ça devrait être le cas, elles ne s'éteignent pas toujours comme ça devrait être le cas entre 23h et 6h du matin. Nous parlons principalement des supports publicitaires présents un peu partout dans la ville, parfois même à proximité des ronds-points, masquant la visibilité de la circulation, dans certains cas, et constituant des sources d'insécurité qu'il y aurait lieu de ne pas créer. Alors, si on veut un exemple, c'est le panneau sucette qui est notamment au rond-point le rond-point de la mairie, quand on arrive de la rue Sommeville, par exemple. La publicité est un véritable poison de l'esprit, qui est le ressort principal d'une société de consommation qui liquide littéralement la planète et dérègle le climat. Faut-il vraiment pousser les citoyens à toujours plus de consommation, alors que le pouvoir d'achat figure parmi leurs premières préoccupations? Il nous semble donc urgent de lancer une réflexion pour libérer notre commune de tous ces panneaux publicitaires, montrant ainsi une véritable orientation vers une écologie authentique. La présente délibération, qui prévoit une augmentation des tarifs, n'a pas pour objet de décourager la publicité, mais au contraire de surfer sur la vague. Si les rentrées d'argent sont toujours les bienvenues, elles ne doivent toutefois pas se faire à n'importe quelle condition et ne doivent pas éluder une utilisation saine des deniers publics, ce qui serait également une réflexion louable à engager. Nous voterons donc contre cette délibération et invitons la mairie à repenser la présence de la publicité sur notre commune. Merci. Merci. Donc, comme vous avez indiqué ce que vous alliez voter, je mets aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? Pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Ce qui nous conduit à passer au point numéro 4, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Délibération que nous présente notre collègue Ada Kirkeli. Bonsoir. Alors, cette délibération a pour objet de modifier le tableau des effectifs afin de tenir compte des évolutions intervenues au sein des services municipaux. Ces ajustements résultent notamment des départs pour démission, disponibilité, détachement, mutation, retraite ou fin de contrat et des réussites à concours. ou examens professionnels. Il est donc nécessaire de créer, modifier et supprimer des postes inoccupés. Les principales évolutions concernent plusieurs directions. La direction de l'action éducative avec l'adaptation de plusieurs postes d'ATSEM et d'animation afin d'assurer la continuité du service et de permettre des recrutements sur des grades correspondant au profil recherché. La direction de la culture, sport, manifestation, vie associative et jeunesse avec l'évolution d'un poste vers un cadre d'emploi mieux adapté aux missions exercées. La direction de l'aménagement et du développement durable avec l'évolution d'un poste administratif afin de mieux répondre aux responsabilités confiées. Le service des formalités administratives afin d'assurer des missions dévolues au service dans les meilleures conditions. Il avait été proposé de transformer le poste d'agent d'affaires générales, état civil et accueil en poste d'adjoint au responsable des formalités administratives au 1er mai 2026. Toutefois, compte tenu
du niveau d'expérience des candidatures ainsi que de la réorganisation du service récemment opéré, il est proposé de revenir sur un poste d'agent des formalités administratives, état civil et accueil. Par ailleurs, il est proposé de créer un poste permanent d'ATSEM ouvert sur plusieurs grades afin de faciliter les recrutements tout en répondant aux besoins des écoles. En résumé, cette délibération permet d'actualiser le tableau des effectifs pour accompagner les évolutions des services adaptés, les cadres d'emploi aux missions exercées et garantir la continuité du service public. Le détail des modifications apportées au tableau des effectifs figure dans l'annexe jointe à la présente délibération. La commission administration, finances et ressources humaines ayant émis un avis favorable au regard de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'approuver la modification du tableau des effectifs tel qu'elle vous est présentée ce jour. Merci. Merci. Et j'ai noté que l'avis de la commission était unanime. Donc je mets à votre approbation qui est favorable. Je ne vois pas d'avis contraire, je ne vois pas d'abstention. C'est donc décidé. Nous passons au point 5, l'adhésion au groupement de commande entre la commune et le centre communal d'action sociale de notre commune. Et c'est notre collègue Cyril Delpuech qui nous présente cette délibération. Merci, monsieur le maire. En effet, je vous rappelle que le conseil municipal a créé un groupement de commande entre la ville et le CCAS par une délibération en date du 25 mars 2024. L'objectif de ce groupement de commande, conclu à titre gratuit, est de favoriser une mutualisation des ressources utilisées pour la conclusion des contrats de la commande publique qui couvrent des besoins communs entre la ville et le CCAS. Le coordonnateur du groupement de commande est la mairie de Comble-la-Ville. À ce titre, elle est notamment chargée de coordonner la procédure de passation des marchés publics sans distinction de montant et de procédure, de transmettre les pièces du marché au contrôle de légalité le cas échéant, et enfin de notifier le marché et en assurer l'exécution. La mairie procédera au règlement des prestations et à la refacturation au CCAS, sauf dans les cas où chaque partie est expressément identifiée dans le contrat. Donc vous avez pu voir évidemment en annexe là, cette convention que je viens d'évoquer dans les grandes lignes, et vous pouvez constater que cette convention sera donc signée entre Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville, et Guy Geoffroy, président du CCAS. Donc la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Merci. Oui, je vous en prie, madame. Monsieur le maire, chers collègues, nous comprenons l'objectif affiché de mutualisation et de simplification administrative. Cependant, cette convention soulève plusieurs interrogations importantes sur le respect de l'autonomie du centre communal d'action sociale. Premièrement, le CCAS est un établissement public administratif de gestion. La convention confie à la ville un rôle extrêmement étendu. Recensement des besoins, élaboration des dossiers de consultation, publication, analyse des offres, convocation de la commission d'appel d'offres, signature des contrats, exécution, modification, même résiliation des marchés. En pratique, le CCAS se trouve placé dans une situation de dépendance vis-à-vis de la commune pour des décisions qui relèvent pourtant de sa propre compétence. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres retenue est exclusivement celle du coordonnateur, c'est-à-dire celle de la ville. Les représentants du CCAS ne disposent donc d'aucune instance décisionnelle propre dans le choix des titulaires des marchés. Cela constitue une réduction significative de sa capacité d'appréciation et de contrôle. Troisièmement, cette convention est rédigée de manière extrêmement large puisqu'elle couvre tout type de marché public ou accord cadre, et sans distinction de procédure ou de montant. Autrement dit, le conseil d'administration du CCAS est invité à déléguer pour plusieurs années une part importante de ses prérogatives sans connaître précisément les marchés concernés. Cette rédaction très générale prive les élus d'une appréciation au cas par cas de l'intérêt réel de chaque mutualisation. Quatrièmement, la convention prévoit que la ville peut signer les contrats, les modifier par avenant et les résilier. Même si certaines décisions sont prises en lien avec le CCAS, cette formule demeure juridiquement imprécise et ne garantit pas que le CCAS conserve un véritable pouvoir de décision. Cinquièmement, se pose une question de gouvernance et de contrôle démocratique, lorsque les mêmes responsables politiques dirigent à la fois la ville et le CCAS. Le risque est que la distinction entre les deux personnes morales devienne purement formelle.
même que la loi a précisément prévu l'existence d'un établissement autonome pour conduire la politique sociale communale avec ses propres instances délibérantes. Même si cela est tout à fait légal, rien ne vous interdit de donner la signature à l'élu en charge de cette délégation. Ainsi, Mme Gottin ne peut-elle pas signer cette convention pour le CCAS plutôt qu'une signature avec vous-même? Pour toutes ces raisons, nous estimons que cette convention va bien au-delà d'une simple mutualisation technique. Elle organise un transfert très large de compétences vers la ville, au détriment de l'autonomie décisionnelle du CCAS et du contrôle exercé par son conseil d'administration. Enfin, j'anticipe votre remarque. Oui, j'ai voté pour cette délibération lors du conseil d'administration du CCAS. J'ai tenu à y siéger et à assurer ma présence, même si les conditions personnelles dans lesquelles je me trouvais à ce moment-là n'étaient pas pleinement réunies pour analyser le texte avec le recul nécessaire. C'est l'intérêt du débat en conseil municipal pour pouvoir réévaluer notre position. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Je suis assez étonnée parce que ça fait partie effectivement de la loi. Donc, je comprends effectivement ces interrogations. Mais ma réponse, c'est conformément à la loi, c'est normal que Monsieur Guy Geoffroy soit le président effectivement du CCAS, comme dans d'autres communes. À part si vous citez des communes où on ne voit pas le maire qui est président du CCAS, et c'est normal qu'il nomme en effet, puisque le jour de mon élection, je n'ai vu aucune opposition quand il m'a proposé vice-présidente. Il a même demandé s'il y avait des candidatures et j'ai vu aucune main se lever. Effectivement, vous l'avez bien nommé, en effet, vous avez voté de façon unanime et on vous a bien expliqué, Madame Moreau vous a bien expliqué la facilité, effectivement, de passer par la commune par rapport aux achats et aussi l'économie que faisait les CCAS de passer, effectivement, par le biais du comptable. Et elle vous a même dit quel marché, je devais même poser la question, c'était effectivement le portage de repas, la papeterie. Donc, je suis effectivement à nouveau étonné de cette question qui nous permet au CCAS de faire des économies. Et ces économies, on peut après le ventiler effectivement aux aides financières. Donc, si vous souhaitez au prochain CA, on pourra effectivement clarifier cette question. Et dernièrement, vous n'avez pas posé la question la semaine dernière, il me semble pas. Je n'ai pas entendu, quand on pose des questions, vous savez, on fait un tour de table et à aucun moment vous avez effectivement pu poser cette question et Madame Moreau et Madame Lemeunier auraient pu vous répondre et même Madame Bordry était aussi présente. Oui, Madame, pour quelques mots, puisque les échanges qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Je dirais 2 mots de conclusion et nous passerons au vote. Alors, quelques mots, s'il vous plaît. Peut-être rappeler que la commission, ce n'est pas un conseil municipal bis ou un sous-conseil municipal. C'est un endroit où on peut poser des questions. Et comme on l'a déjà dit la dernière fois, on peut ne pas avoir posé les questions en commission et venir en conseil municipal. Ce n'est pas une chambre. Excusez-moi. Le conseil municipal. Pardon. Moi, je voudrais quand même revenir sur un des points qu'a évoqué Madame Daven. On a là la signature d'une convention qui va être signée par la même personne physique. Juridiquement parlant, est-ce qu'on est bien sûr que dans ce cadre-là, Monsieur le maire, également président du CCAS, n'aurait pas pu, pour une fois, donner une délégation à quelqu'un de son équipe? C'est la loi. Alors, vous avez terminé. Je précise que je ne parlais pas de la commission, puisque à ma commission, cette délibération n'était pas présente. Donc, je recentre les choses. Je parlais bien du conseil d'administration du CCAS qui s'est tenu la semaine dernière et qui s'est aussi tenu au mois d'avril où il y a eu l'installation. Et quand on a parlé effectivement de cette délibération qui est passée initialement en amont au CCAS, à aucun moment il y a eu une question et tout le monde a voté unanime. Donc je parle bien du conseil d'administration du CCAS. Et la semaine dernière également, nous faisons toujours un tour de table à la fin du CCAS pour savoir s'il y a des questions. Et les questions, on les demande autant aux membres qui représentent effectivement les associations et également à chaque élu à la parole. Et à aucun moment, nous avons entendu ce type de questions, sachant que la commission avait eu lieu le mercredi. Merci. Bon, on ne m'embarquera pas dans cette stratégie ridicule des attaques personnelles à mon encontre. Bien évidemment, si je n'ai pas signé tous les documents dans une seule journée,
Si j'ai laissé à d'autres le soin de le faire, j'en suis profondément malheureux. Tout le monde le sait, et c'est ce qui vous permet d'accorder quelques instants à parler de choses qui sont d'une évidence et d'une fréquence partout dans les 35 000 communes de France, que je me demande si finalement vous trouvez des choses à dire au point d'aller chercher des choses qui ne sont absolument pas évoquées. Mais c'est votre affaire. Je verrai tout à l'heure essayer de me titiller, vous essayez de le faire. Ça n'a aucune importance, ça ne m'émeut pas du tout. Vous pouvez continuer, c'est ridicule et ça ne sert à rien. Très sincèrement, ce qui est présenté ici est d'une banalité, mais évidente. Toutes les communes le font. Et même si, à juste titre, les CCAS sont des établissements publics dotés de l'autonomie qui les conduit à avoir un conseil d'administration dont il faut quand même rappeler que la composition est décidée par la commune. C'est la commune qui délibère pour déterminer le nombre de membres du conseil d'administration et ainsi définir quels sont les élus qui, à la proportionnelle, en seront membres et quelles sont les associations et structures auxquelles il peut être fait appel en fonction du nombre qui aura été décidé. C'est la commune qui le décide. Et c'est la loi qui dit que le conseil, que le CCAS est un établissement public de la commune présidé par le maire. Ce n'est pas votre serviteur qui l'a décidé parce qu'il veut tout. Arrêtez vos fariboles, c'est là un ridicule, franchement avéré. De même que lorsqu'elle existe, ça n'est plus le cas sur la commune parce que malheureusement depuis longtemps il n'y a plus matière à ce que ces établissements existent. Quand vous avez une caisse des écoles, la loi prévoit que quand il y a une caisse des écoles, elle est présidée par le maire de la commune. C'est comme ça. Donc, vous pouvez essayer d'argumenter comme si l'affaire qui vous était présentée mettait en péril les attributions du conseil d'administration du CCAS qui a toute latitude pour se pencher sur les dossiers qui lui sont présentés. Franchement, vous perdez votre temps. Et je précise d'ailleurs que depuis de très nombreuses années, et aujourd'hui avec Muriel Gottin comme hier avec Patrick Célard et avant-hier avec Gisèle Bolaton, j'ai toujours veillé, bien qu'étant le président du CCAS, à laisser le conseil d'administration travailler en toute liberté, en toute autonomie, sans que j'y vienne jamais, sauf ce que j'ai fait pour la réunion d'installation de ce conseil d'administration, parce que je suis le seul à pouvoir installer le conseil d'administration de cet établissement public. Donc, le CCAS a sa totale autonomie dans le cadre défini par la loi et dans le cadre des moyens budgétaires qui lui sont accordés, et là, désolé de le dire à nouveau, par la commune au travers du vote du budget par le conseil municipal, et je ne sache pas que cette convention fasse aujourd'hui courir un risque tel que vous le présentez, c'est-à-dire en gros un risque de perte totale d'identité et d'autonomie du fait de cette convention qui est, je le rappelle, d'une banalité évidente. Tout ceci ayant été dit, je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Je ne vois pas d'abstention. Il en est ainsi décidé et, puisqu'il m'en est donné l'autorisation et n'en déplaise à quiconque, je signerai ce que j'ai à signer. Et ça me permettra de passer des nuits excellentes, bien sûr, puisque je n'ai besoin que de ça. Le point suivant que nous présente Jérémy Gagnon, c'est un renouvellement d'adhésion à des centrales d'achat. Alors, il y a Cardiff, il y a Reza, il y a Canut, et il y a une adhésion à la centrale SI2PNCO. La parole est à Jérémy Gagnon en espérant que sa voix ne soit pas perturbée. Non, ça devrait tenir, je vais survivre jusqu'à la fin de la délibération. Donc la commune de Comblaville s'est engagée dans une démarche d'adhésion à plusieurs centrales d'achat. L'objectif est évident, il s'agit de mutualiser les besoins.
de bénéficier d'effets de seuil dus à la massification et d'optimiser les coûts d'achat et sécuriser les procédures. La commune est actuellement adhérente aux centrales d'achat suivantes, donc la centrale d'achat de la région d'Île-de-France, la Cardif, par l'intermédiaire de laquelle la commune a adhéré aux accords cadres pour la fourniture de denrées alimentaires et pour la location-maintenance d'imprimantes multifonctions. Donc l'adhésion à cette centrale d'achat s'effectue sans contrepartie financière, en tout cas pour une durée illimitée. La convention d'adhésion est annexée à la délibération. La deuxième centrale d'achat, c'est le réseau des acheteurs hospitaliers, la RESA, auprès duquel la commune a souscrit des offres pour la fourniture d'une thermocelleuse et pour la fourniture de barquettes. L'adhésion s'effectue annuellement, moyennant une contrepartie financière de 600 €, à laquelle s'ajoute un forfait de 500 € pour l'accès au marché de fourniture de barquettes. Donc là encore, la convention d'adhésion est annexée à la convention. La troisième centrale d'achat, c'est la Canut, la centrale d'achat du numérique et des télécoms, pour laquelle 2 accords cadres ont été souscrits, un pour les services de télécommunications, fixe, mobile et Internet, l'autre pour la fourniture de matériel micro-informatique. Et l'accès aux offres de cette centrale est sans engagement, une convention devant être souscrite à chaque nouveau besoin, donc vous n'en aurez pas en annexe. Le coût annuel d'adhésion s'élève à 720 € TTC et le tarif est dégressif en fonction du nombre d'adhésions. En outre, la commune souhaite adhérer à la centrale d'achat Sipenco, portée par le CIPEREC, afin de se rattacher à l'accord cadre pour des services de télécommunication pour la vidéoprotection. L'adhésion à cet organisme permet l'accès à des bouquets d'intervention moyennant des conditions financières suivantes. Une cotisation annuelle de 4 088,16 € TTC, à laquelle s'ajoute une participation complémentaire de 817,93 € par bouquet supplémentaire. Et là encore, la convention d'adhésion est annexée à la délibération. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'approuver le renouvellement des adhésions aux centrales d'achat Cardif, RESA et Canut, ainsi que l'adhésion à Sipenco. Et la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Merci. Je ne vois pas de remarques ni de questions. Je mets aux voix qui est favorable. Avis contraire. Je n'en vois pas. Abstention. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Le point numéro 7 que nous présente notre collègue Marilyn Georget, c'est la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La charte 2026 des ATSEM de la ville de Comble-la-Ville marque la volonté de la municipalité de renforcer la qualité du service public éducatif en école maternelle. Ce document, élaboré en concertation avec les ATSEM, les directeurs d'école et la direction de l'action éducative, vise à clarifier les missions et les responsabilités de chacun. La nouvelle version met en avant plusieurs principes essentiels: le respect des obligations professionnelles, le travail en équipe et la priorité donnée au bien-être et à la sécurité de l'enfant. La charte précise également l'organisation du travail avec des missions réparties entre accompagnement pédagogique, assistance technique et entretien des locaux. Une attention particulière est aussi portée à la santé et à la sécurité des agents grâce à des équipements adaptés et à la prévention des risques professionnels. Enfin, la formation continue est encouragée pour favoriser le développement des compétences et l'évolution professionnelle des ATSEM. Cette charte constitue aussi un véritable outil de référence garantissant une collaboration sereine au service de l'épanouissement des enfants et a été portée au préalable à l'intention des membres du comité social territorial lors de sa séance de juin. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'approuver l'adoption de la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, sachant que la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen a voté donc cette délibération avec 2 abstentions.
Merci. Oui. Bonsoir à tous, monsieur le maire, chers collègues élus. Lors de l'examen de cette charte en commission, nous avons formulé plusieurs observations et propositions d'amélioration. Il ne s'agissait pas de remettre en cause le principe d'une charte des ATSEM que nous considérons comme un outil utile permettant de définir un cadre de référence en termes d'obligations et de droits des agents, mais également un document d'orientation dans lequel se définissent les engagements communs entre l'employeur et les agents. À cet effet, notre volonté était de proposer une rédaction qui nous semblait plus équilibrée et davantage conforme à l'esprit d'un document d'accompagnement des agents. Nos remarques portaient notamment sur le caractère parfois trop injonctif de certaines formulations qui, à notre sens, mettent principalement l'accent sur les obligations de l'ATSEM sans valoriser de manière suffisamment explicite les engagements de la collectivité en matière d'accompagnement, de prévention des risques professionnels, de formation et de coopération avec les équipes éducatives. Nous souhaitions également attirer votre attention à tous sur la présentation du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUER, qui gagnerait à rappeler plus clairement qu'il constitue non seulement un document de référence pour les agents, mais aussi un engagement législatif et donc de fait obligatoire de l'employeur dans la prévention des risques professionnels. Si je peux me permettre l'explication, le document unique est un document donc qui est régi par le Code du travail et qui demande donc à l'employeur d'identifier pour chaque unité de travail les risques encourus dans le poste et donc toutes les mesures qui sont mises en œuvre pour réduire ce risque à un risque résiduel. Voilà, c'était juste une aparté. Enfin, nous avions proposé de préciser certains aspects relatifs à la responsabilité des agents pendant leur temps de travail partagé entre les enseignants et les ATSEM, ainsi qu'un plan global de formation, tout cela afin de mieux sécuriser les pratiques et d'accompagner les agents dans leur évolution professionnelle. Ces observations, ont été discutées en commission et des propositions de rédaction ont été formulées. Or, la charte qui nous est aujourd'hui présentée est en tout point identique à celle qui nous avait été présentée initialement, lors de la commission donc. Nous regrettons que ces propositions n'aient pas été retenues alors qu'elles visaient à enrichir le document sans en modifier les objectifs et donc en respectant la portée collaborative du projet, que nous avons bien noté effectivement. Dans ces conditions, et parce que nous estimons que cette charte ne traduit pas suffisamment une logique d'engagement réciproque entre la collectivité et les ATSEM, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Quelques éléments, non pas en réponse, mais en écho à ce que vous venez de dire. Le premier, qui mérite d'être rappelé, c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale à ce qu'une commune se dote d'une charte concernant ces personnels dont le statut est particulièrement original du fait de l'exercice de ces fonctions au sein d'écoles dont la commune est propriétaire, mais aux côtés d'enseignants dépendant, vous le savez, d'une autre autorité, celle du ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle cela parce que c'est important de savoir de quoi on parle. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que le travail qui a conduit à la rédaction de ce document est un travail qui a été engagé il y a plus de 2 ans, avec une représentation très légitime des ATSEM, au point d'ailleurs qu'une partie des ATSEM qui ont travaillé à la rédaction de ce document est membre du CST et que, à l'occasion de la présentation au CST de cette charte, ces représentants syndicaux ont tous
saluer l'extrême qualité du travail effectué et le fait qu'il a été effectué en tenant le meilleur compte de ce que les agents eux-mêmes ont exprimé, notant que ce document était la finalisation de cette réflexion et un texte parfaitement explicite, équilibré et responsable. C'est exactement ce qui a été dit dans cette même salle lors de la dernière réunion du CST. J'ajoute que, à l'occasion de la dernière réunion, jeudi dernier, de ce qu'on appelle les rendez-vous scolaires, c'est-à-dire la réunion une fois par trimestre avec les directeurs d'école et les représentants de parents d'élèves, lorsqu'a été présentée cette charte, ou rappelée son existence, de la même manière et unanimement, les directeurs d'école, et notamment les directrices d'école maternelle et les représentants de parents d'élèves, ont salué ce travail en félicitant tous ceux qui y avaient contribué. Donc ça je voulais vraiment le rappeler. Ce n'est pas un document contre lequel on s'inscrirait du fait que la commune l'a imposé à ses agents. C'est un document qui a été élaboré au sein de la commune, entre les services et les agents concernés, sous la conduite, bien évidemment, de l'élu en charge de ce secteur, un travail dont tout le monde a salué, un, l'initiative qui en a été prise par la commune, et deux, le point d'arrivée. La dernière chose que je voudrais vous dire, plutôt vous redire, c'est une question de méthode. Alors, tout à l'heure, il a été rappelé que la commission n'est pas le conseil municipal, c'est vrai, mais ou la commission sert à quelque chose, ou elle ne sert à rien. Nous avons, et c'est une des originalités du fonctionnement de notre Assemblée, nous avons, et ça fait plus de 30 ans que ça dure, décidé que nous enverrions les convocations et les documents afférents à ces convocations, non pas 3 jours francs avant le Conseil, comme la réglementation le prévoit, mais 10 jours avant, pour que tous les élus, et notamment les élus minoritaires ou n'appartenant pas à la majorité ou d'opposition, ils s'appelleront comme ils le souhaitent, puissent disposer de 2 week-ends, un avant les commissions et un après les commissions, pour véritablement travailler en équipe sur les sujets qui seront débattus d'abord en commission, puis en conseil municipal. Et je suis très surpris que vous ayez des propositions à faire, ce qui est votre droit, et probablement que ces propositions, pour certaines d'entre elles, méritent d'être prises en compte d'une manière ou d'une autre, et que vous ne les présentiez pas d'une manière formalisée lors de la réunion de la commission. Vous exprimez des grandes orientations, et vous les avez rappelées, et c'est après la commission que vous nous envoyez un document, qui est un document qui d'ailleurs au passage rentre dans tellement de détails qu'il fait plus que doubler la charte initiale. Ça devient un document extrêmement millimétré, et comme tous les documents millimétrés, où s'il y a un autre millimètre qui manque, ça peut commencer à poser problème. Quand on rentre dans trop de détails, ça peut poser problème. Ce qui aurait été débattu, et ce à partir de quoi peut-être que des idées auraient jailli de cette commission, ce qui n'a pas été le cas. Et je précise que la commission se prononce sur un document dont la commune est pour partie rédactrice, mais pas que, puisqu'il y a de l'autre côté les agents. Et que la moindre des choses sur un texte comme celui-ci, si il y avait eu présentation en commission, eût été que nous en reparlions avec les agents concernés, avec le CST, dans les mêmes conditions que nous l'avons fait lorsque nous avons présenté ce travail. Donc, très sincèrement, et c'est ce qui nous avait pas opposé, mais il y avait visiblement un problème de méthode lors du dernier conseil, où on présentait, non pas en commission, mais après la commission et pourquoi pas en séance, des amendements qui auraient pu être largement présentés en commission, débattus et représentés et redébattus à l'Assemblée. Bon, j'avais pris, on y viendra tout à l'heure, la décision de rester ouvert à toutes les idées qui étaient émises et à proposer de renvoyer ces amendements en commission. Excusez-nous, mais ça ne va pas être le coup à chaque fois, ce n'est pas possible. Donc, il est clair
que vous avez exprimé des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais que vous l'avez fait dans des conditions, dans un cadre qui ne peut pas fonctionner, d'autant plus qu'il s'agit, je le rappelle, d'un document qui est une satisfaction absolue de la part des personnes concernées, c'est-à-dire de nos ATSEM. Ce n'est pas un document que la commune, via le maire, pourquoi pas, mais plus certainement le conseil municipal, puisque le maire s'entoure de l'avis du conseil municipal et de son accord, alors que comme ce n'est pas un document obligé, vous pourriez très bien apprendre par la bande qu'il y a une charte des ATSEM et personne ne pourrait nous en faire le reproche. Bon, donc on va le plus loin possible dans l'information publique sur le sujet, on vous donne autant que possible la main, donc de grâce pour les sujets à venir, essayons de travailler dans un cadre qui soit le plus organisé possible, avec une méthode qui soit la plus partagée possible. Je vous donne la parole une seconde, puis ensuite je passe au vote, madame. Commission, je voulais juste, parce qu'en fait, moi je comprends pas là votre retour, parce qu'en fait justement vous parliez du dernier conseil municipal où M. Starail a proposé des amendements comme ça. Nous on n'a pas voulu le faire comme ça, donc on est arrivé en commission en se disant est-ce qu'on propose, est-ce qu'on propose pas, on sait pas comment se tenir. Du coup on en a parlé, mais on ne les avait pas par écrit à ce moment-là. Et on a demandé aux personnes de la commission comment il fallait faire. Est-ce qu'on peut avoir dans ces cas-là une façon, un process, quoi, une façon de procéder? Je viens, madame, de vous donner cette manière de procéder comme assez logique. Créer des commissions, faire en sorte qu'elles se réunissent après l'envoi des convocations des documents et avant la séance du conseil municipal, ce que sont loin de faire toutes les communes de France. C'est une méthode qui me semble être assez favorable à des échanges, d'abord à une analyse entre les élus qui souhaitent proposer des évolutions du texte, ensuite au sein de la commission, afin que, après ce travail progressif fait là où il est utile de le faire, il puisse y avoir des décisions prises dans notre Assemblée. Si certains pensent que, comme les commissions ne servent à rien, entre parenthèses, si elles servent à rien, s'être battues pour qu'il y ait une autre représentation que celle qui a été décidée dans les commissions me semble aujourd'hui un peu décalée, mais il faut qu'elles aient une utilité. Donc c'est en commission qu'il faut présenter les amendements, qu'après la commission, après les débats en commission, il apparaissent, mais après ces débats, sur des amendements qui auront été présentés, que les amendements présentés qui n'auraient pas recueilli l'avis favorable de la commission soient représentés au Conseil, ou qu'éventuellement il y ait présentation d'autres amendements, pourquoi pas? Madame, vous n'avez pas de leçon à me donner, et je vous prierai de ne prendre la parole, je ne vous prierai de prendre la parole que lorsque je vous l'aurai accordée, ce qui n'est pas le cas. Bon, alors, veillez à ne pas interrompre. Comme je n'ai interrompu personne, je vous le fais remarquer, vous n'avez pas le droit d'intervenir au moment où quelqu'un d'autre dans l'Assemblée s'exprime, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je pense que la méthode, on va essayer de se caler, nous pouvons en reparler entre nous, parce que j'ai le sentiment qu'on peut s'approcher de la bonne foi et même atteindre la bonne foi, et ça ne me pose aucun problème, mais pour cette délibération, vous avez, comme toutes les délibérations, 10 jours. Le droit commun, c'est 3 jours. On vous enverrait le vendredi ou le jeudi pour le lundi. Vous seriez fondé à dire publiquement que le maire applique strictement et sans aucune ouverture aux élus n'appartenant pas à la majorité. Vous ne pouvez pas le dire. Je mets aux voix. Qui est favorable? Non, j'avais dit que je mettrais aux voix. Je mets aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? Abstention? Monsieur de Azevedo, je n'ai pas souhaité vous priver de la parole, mais j'avais dit qu'après les quelques expressions
qui ont été suffisamment claires, je passerai au vote. Hein. Excusez-moi si vous avez le sentiment que je vous ai privé d'expression, ce n'était pas du tout ma volonté. Pardon? Non, mettez votre micro, s'il vous plaît. Je comprends que parfois les débats peuvent être tendus avec certains élus. Voilà, j'avais préféré attendre que l'ensemble de mes collègues aient posé leurs questions et que vous ayez répondu pour enfin vous solliciter. Bon, je l'entends, j'entends votre réponse, voilà. Mais bon, je trouve ça dommage que j'ai pas pu poser ma question, qui était très rapide d'ailleurs, mais soit. Bon, permettez-moi de vous dire que vous avez, bon, c'est votre situation qui y conduit, la particularité d'être de droit membre des 4 commissions. Hein, donc, vous avez tout à fait la possibilité, si un sujet vous semble suffisamment important pour que vous puissiez venir en commission, de le faire, et de poser vos questions, et d'obtenir, si possible, les réponses, et de faire toutes les propositions que vous souhaitez. Je mets aux voix. Qui est favorable? Non, mais je vérifie, hein, parce que je ne savais pas si M. de Azevedo avait voté contre ou s'était abstenu. Avis contraire, donc je pense que ça va être confirmé. Abstention? Très bien. Ah, parce que la main levée par M. de Azevedo pouvait être la main pour demander la parole et pas obligatoirement pour manifester une abstention. Le point numéro 8 que nous présente Juliette Bredas, c'est la modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunesse. Merci, Monsieur le maire. Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunesse a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service ainsi que les droits et obligations des usagers. Afin de tenir compte des évolutions intervenues dans l'organisation administrative du service, il est proposé d'apporter plusieurs mises à jour au règlement intérieur actuellement en vigueur. Les modifications concernent exclusivement l'actualisation des moyens de paiement acceptés pour le règlement des prestations, la mise à jour des coordonnées de contact du service, notamment à la suite de la création d'une adresse électronique générique dédiée. Ces adaptations ont pour objectif de faciliter les démarches des familles et d'assurer une information conforme aux modalités actuelles de fonctionnement du service. Il est précisé que ces modifications n'ont aucune incidence sur les conditions d'accueil des enfants et des jeunes, l'organisation du service, les modalités d'inscription ou les tarifs applicables. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunesse annexé à la présente délibération. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire nous propose d'approuver le règlement intérieur de l'accueil de loisirs jeunesse. Aucune question n'a été posée lors de la commission prévention, épanouissement éducatif, social et citoyen. Et cette commission a émis un avis favorable. Qui me semble avoir été unanime. Oui, madame, allez-y, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, compte tenu de votre réponse sur la délibération précédente et des incompréhensions qu'elle a suscitées, sans parler même peut-être de confusion, notamment sur le fonctionnement des amendements, le fait que vous ne souhaitiez pas donner la parole dans des temps qui, à mon avis, sont des temps de débat, puisque nous sommes en conseil municipal. Nous allons quitter la salle, nous allons interrompre ce conseil municipal et nous ne reviendrons pas ce soir. Merci. Par ailleurs, une clarification sur le règlement intérieur, parce que ce que vous avez dit est contraire au règlement intérieur, que nous avons voté, et vous, la semaine, au dernier conseil municipal. C'est incroyable. Ah, c'est pas la peine de regarder comme ça. Là, il regarde avec un air de dire ouais, je suis grand, j'ai les mains dans les poches. Voilà.
Quoi? Très bien. Bien. Chut, chut, mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Nous avons délibéré en début de séance à l'unanimité pour inscrire un point supplémentaire à notre ordre du jour, ce point étant la révision, suite aux travaux de la commission. Ah, excusez-moi, on n'a pas voté la délibération précédente. Je la mets aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? Je n'en vois pas. Abstention? Une abstention. Et donc, c'est adopté. J'en viens au point suivant, la délibération nouvellement inscrite numéro 9. Je viens de rappeler les conditions dans lesquelles nous l'avons inscrite. Et je vous rappelle le contexte. Lors de notre précédente séance, au cours de laquelle il avait été présenté le règlement intérieur des conseils de quartier, nous avions accepté, alors que ces amendements n'avaient aucunement été présentés en commission, alors qu'ils auraient pu l'être, nous avons accepté d'entendre la présentation en séance de chacun de ces amendements. Et à l'issue de cette présentation, j'ai sollicité le conseil municipal en vue que soit prise la décision de renvoyer ces amendements à l'examen de la commission, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Après avoir relu ces amendements, il m'est apparu que l'un d'entre eux ne pouvait pas, d'une manière ou d'une autre, prospérer. C'est celui, le dernier présenté d'ailleurs dans l'ordre, qui tout simplement supprimait les conseils de quartier au profit, puisque les conseils seraient transformés en une assemblée unique consultative. Et donc, bien évidemment, il m'est apparu que ajouter par amendement dans le document règlement intérieur des conseils de quartier un élément qui supprime les conseils de quartier n'a pas grand sens. Par contre, tout ce qui avait été évoqué et présenté sous forme d'amendement ne manquait pas d'intérêt, mais me semblait trop précis, avec un risque de blocage, et faisait courir le risque de trop figer ce règlement intérieur, qui est un document qui indique en gros comment on souhaite que ça se passe, compte tenu de l'expérience qu'on en a eue jusqu'à maintenant. D'où l'idée qui m'est venue de ramasser ces idées sous-jacentes à ces amendements dans un document qui pourrait être le préambule, ce qui permettrait d'ailleurs de rappeler quelle est l'origine des conseils de quartier, ce qui permet de rappeler que pour une commune comme la nôtre, ces conseils de quartier n'ont pas obligation à être créés, mais peuvent l'être, puisque nous avons plus de 20 000 habitants, et reprenant donc dans des paragraphes suffisamment ouverts pour dire des choses sans rien enfermer, ce qui avait été formulé dans les amendements, dont le fond de bon sens n'était pas à contester par ailleurs, hormis bien sûr celui qui visait à supprimer purement et simplement les conseils de quartier. C'est donc ce document qui a fait l'objet de cette rédaction qui a été proposée en commission. Je crois savoir qu'en commission, il a été donc approuvé, et la commission a donc souhaité que, tel quel, donne ensuite ainsi au renvoi en commission de notre séance du 1er juin, le préambule soit présenté au conseil municipal en vue de son adoption. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, il me revient de vous faire délibérer, à moins bien sûr que l'une ou l'un d'entre vous ne souhaite se prononcer ou formuler une quelconque remarque, ce qui ne me semble pas être le cas. Je vais donc soumettre à votre approbation ce préambule qui, s'il est adopté, s'inscrira en tant que tel dans le règlement intérieur de nos conseils de quartier que nous avions adopté pour le reste de ces articles le 1er juin dernier. Qui est favorable ? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous en remercie. Alors, pour votre information, afin que ceci d'ailleurs figure dans notre compte-rendu
hein, parce que je crois que, encore, et j'espère pour le moins de temps possible, nous sommes soumis à une certaine obligation de formalisme, hein, et de traces, hein, qui soient objectivement constatées dans les documents officiels, alors que notre règlement intérieur, dont il a été rappelé tout à l'heure qu'il avait été approuvé par ceux-là même qui ont posé des questions, précise que les questions doivent être présentées le mercredi jusqu'à minuit précédant la séance qui se déroule le lundi. Hein. J'ai reçu 2 questions présentées par le groupe Donnons un nouvel élan à Combes le jeudi à 23h et quelques. Hein. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. 23h35, ça figurera en tant que tel, hein, dans notre compte-rendu. J'avais 2 solutions. La première, et je l'aurais fait si nos collègues étaient restés dans la salle, bien évidemment, aurait pu être de leur dire que comme les questions avaient été présentées hors délai, eh bien, elles étaient nulles et non avenues. Hein. Je vous propose, et nous n'avons pas à délibérer pour le faire, mais je vous indique que je suggère une autre formule, hein, pour montrer notre totale bonne foi et notre totale disponibilité à l'égard, hein, de tout questionnement et de toute transparence, hein, que j'aurais dit à nos collègues que ces questions étant arrivées hors délai, elles ne pouvaient pas être évoquées réglementairement au sein de notre Conseil, mais que par contre, elles feront l'objet d'une écriture questions et réponses à la fin du compte-rendu de notre Conseil municipal. Hein, je pense que cette proposition permettra à ceux qui ont posé des questions, comme tous autres, d'avoir réponse, puisque nos comptes rendus de conseils municipaux sont publics, hein, et ils peuvent être sollicités par tous les Comblavilais qui le souhaitent, hein, et personne ne pourra nous faire reproche d'avoir, et encore plus, hein, vu les circonstances que nous venons de connaître, hein, personne ne pourra nous faire le reproche d'avoir tout simplement, hein, omis d'évoquer ce sujet, puisque les élus concernés par ces questions présentées hors délai n'étaient pas présents dans la salle. Donc, sachez que ces questions portaient, pour l'une, sur les incidents qui se sont produits à l'issue de la finale de la Coupe d'Europe, la Coupe des Champions, donc le 30 mai dernier, et que l'autre question, hein, portait sur la canicule que nous venons de traverser, avec un certain nombre d'éléments auxquels nous répondons un par un et de manière la plus claire et la plus transparente possible. Voilà ce que je voulais dire. Je peux clore notre séance en vous remerciant de votre participation, en vous souhaitant à toutes et à tous le meilleur été possible. L'année a été dure pour tout le monde. Une année électorale n'est jamais facile. Hein, nous l'avons traversée comme nous l'avons pu. Nous sommes en vie, en bon état, et nous le serons encore mieux à la rentrée prochaine. Bonnes vacances à tous.